Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo empruntera beaucoup de la vidéo de Rattle Rock pour The Thing, étant le film que j'ai le moins visionné des trois pour le moment. Faites-moi plaisir à aller jeter un œil à sa chaîne, vraiment elle le mérite, et sans elle je pense que cette vidéo n'existerait tout simplement pas. Aussi parlant de films d'horreur et de John Carpenter, le papa d'Halloween, pour les quelques non-initiés qui s'aventurent ici, je mets un autre disclaimer sur le contenu graphique. Les trois films dont on va parler contiennent du body horror. Donc si vous êtes sensible à ça, je vais faire en sorte que juste mes explications ne vous perdent pas. Évidemment, cette vidéo spoilera, donc je vous en supplie, allez les voir. Ce serait dommage de se priver de trois chefs-d'œuvre de l'horreur pour une analyse faite par un random. Bien, je pense qu'il est temps de s'attaquer à une de mes sagas, entre guillemets, préférées bien que non officielles, la trilogie de l'Apocalypse. Mais qu'est-ce que cette fameuse trilogie ? Partons du départ, tout commence avec le remake de The Thing de John Carpenter. The Thing de John Carpenter, sorti en 1982, est un film d'horreur sur une base de science-fiction. On y suit un groupe d'Américains perdus dans leur base sur l'Antarctique avant de voir un hélicoptère norvégien poursuivre un de leurs chiens en lui tirant dessus. Le chien se réfugie chez les Ricains, tandis que les Norvégiens crèvent à cause d'une fausse manip d'un des leurs. Le chien est ramené à la base, quelques membres de la caserne américaine vont sur le camp de base des Norvégiens avant d'y découvrir un carnage. Tout est brûlé et détruit, un cercueil de glacier découvert, et les quelques travaux, dont un corps, sont ramenés. Là, si vous n'êtes pas trop belle, vous savez que ça commence à sentir la merde. Il s'avérera plus tard que la chose, cette fameuse créature non nommée d'origine alien, a pris l'apparence du fameux toutou. On parlera de cette scène plus tard, avant de vouloir s'assimiler au reste du chenil. En étudiant un peu plus la chose, des scientifiques se rendent compte que la chose peut se mélanger et copier n'importe quel organisme vivant. Ce qui fait que chaque membre de la station ne peut se fier à personne et qu'une psychose générale s'y installe, chaque membre étant potentiellement la chose. Prince des Ténèbres ou Prince of Darkness, du même réalisateur évidemment, ça me semble logique, sorti quant à lui en 1987, se passe à Los Angeles. Suite à la mort d'un révérend, un prêtre hérite de son savoir et il fait une découverte terrible. Pour essayer de contrer ça, il fait appel au professeur de physique quantique Howard Birack et ses étudiants pour essayer de comprendre et savoir s'il est possible de faire en sorte que la catastrophe n'arrive pas. En effet, sous une vieille église abandonnée, un culte vénérait un cylindre cryptique avec un fluide vert à l'intérieur. Armé de brillants physiciens, mathématiciens, traducteurs et j'en passe, l'équipe finit par se rendre compte que le fluide vert du cylindre est vivant et que c'est en réalité Satan. Après avoir trouvé son balai pour sa réincarnation, plusieurs possessions et meurtres, une des membres de l'équipe finit par se sacrifier, emmenant avec elle la personnification de Satan dans un miroir liquide. Posez pas de questions, dans le film ça fait sens. On y reviendra. À partir du premier tiers du métrage, toute l'équipe fait un rêve commun qui se dévoile de plus en plus à chaque fois. Ça s'avère être en réalité un message provenant du futur et montrant les erreurs que les humains ont fait. Avec à la fin de ce fameux rêve, dont je ne spoilerai pas, bordel, je sais que certains regarderont cette vidéo sans avoir vu ces films et je vous en supplie, même si les résumés que je vous fais sont ultra condensés, vous n'arriverez pas à comprendre et à saisir la suite de la vidéo sans les avoir vus. L'Antre de la Folie, quant à lui sorti en 1994, raconte l'histoire de John Trent, enquêteur en assurance, que l'on rencontre tout d'abord dans un hôpital psychiatrique. Racontant donc son histoire au docteur Wren, John lui raconte son enquête sur la disparition d'un auteur reconnu d'horreur, Sutter Kane. Décryptant petit à petit les énigmes laissées par l'auteur, l'enquêteur finit par se rendre à Hobbs End, décor fictif des œuvres du romancier se trouvant dans le New Hampshire. De plus en plus, la rédactrice qui accompagne John se rend compte que toutes leurs péripéties se rapprochent plus de la prophétie que du hasard, étant donné que tout corrèle avec le dernier bouquin de Sutter Kane. La petite ville de Hobbs End finit par être abandonnée dans un cauchemar lugubre et, renvoyé comme un messie par Sutter Kane lui-même, John Trent s'échappe de cette folie. Malheureusement pour lui, Kane a totalement le contrôle de lui-même et de ses actions, et, contre la volonté de Trent, finit par devenir un dieu pour ce monde, auquel Trent a participé malgré lui en livrant son dernier livre à la société d'édition. Le retrouvant dans les îles, ce dernier finit par être saccagé et Trent se retrouve libre. Se rendant au cinéma pour voir le film de l'Antre de la Folie, dernier bouquin de Kane donc, ce dernier se rend compte qu'il regarde en réalité ses propres aventures. Mon Dieu que j'aime ce film, on en reparlera.
À savoir que ces trois films ont un contexte de production et ont reçu un accueil différent. The Thing est sorti après l'immense succès d'Halloween et de New York 1997, pour ne citer que, et donc bénéficie d'un très gros budget de départ. Prince des Ténèbres, quant à lui, arrive dans la période creuse de Carpenter. Après avoir enchaîné les mauvaises sorties et critiques, il ne se voit attribuer que 3 millions de dollars pour la réalisation de ce métrage. The Thing, en comparaison, avait 5 fois plus. L'Antre de la folie s'est vu quant à lui attribuer 8 millions de dollars, mais fut un échec critique et commercial à sa sortie, peinant à se rentabiliser. Pourquoi est-elle nommée trilogie donc? Je veux dire, Invasion Los Angeles est assez cynique dans sa manière de voir le monde, mais ces trois films ont plusieurs parallèles qui peuvent les relier, tout en le rendant unique. Je sais que dit comme ça peut paraître flou, mais laissez-moi m'expliquer. Bon, pour The Thing, on joue sur la psychose. Personne ne sait s'il peut se fier à l'autre, et c'est ça qui tient en haleine le spectateur. Dans Prince des Ténèbres, c'est la peur que la prophétie se réalise qui est mise en avant. Malgré tout le savoir de l'équipe, tout le monde saura tôt ou tard que c'est inévitable, et sont donc pris au dépourvu dans quelque chose dont ils ont été impliqués de force. Dans l'Entre de la folie, c'est la perspective entre la fiction et la réalité qui est mise en avant, perdant le protagoniste et le spectateur, si ce qu'il voit est réel ou purement fictionnel. Je ne saurais pas comment le dire, mais ces trois films installent une sorte de tension qui est à la fois similaire, mais qui a chacune un contexte particulier. Ces films font peur non pas parce qu'ils sont graphiques, mais bien parce qu'ils jouent sur l'inconnu. On ne sait pas comment nos protagonistes et leur univers vont finir. Tout ce qu'on sait, c'est que ça finira mal. Tout ce qu'on peut ressentir en les regardant est une espèce d'oppression, qui pour ma part est particulièrement plaisante, mais dans la pire des manières de le dire. Je saurais pas l'expliquer, mais mon sentiment de stress et d'oppression durant ces trois métrages est aussi agréable que désagréable. Et c'est pour ça que je leur voue un amour si particulier. Je savais pas trop comment détailler cette partie, donc je pense que dire mon ressenti était la meilleure des manières de faire cette partie. Avant de parler de mise en scène, j'aimerais me faire une petite digression sur la musique. Celle de The Thing ayant été composée par Ennio Morricone, je n'ai pas besoin de le présenter je pense, et celle de Prince des Ténèbres et de l'Antre de la Folie par Carpenter lui-même. Celle de The Thing fait très science-fiction, ce qui est logique étant donné que ça reste un film de SF bien qu'il soit horrifique, quand celle de Prince des Ténèbres emprunte beaucoup des années 80 mais d'une manière cryptique. Je sais pas vraiment comment le décrire, mais je pense que le main theme se suffit à lui-même. Enfin, et c'est là le génie musical de Carpenter à mes yeux, l'intro de L'Ombre de la Folie. Un riff de guitare bien énervé, sur des plans de l'impression de l'Antre de la Folie. Je suis désolé, mais j'y vois trop en parallèle avec Theme of Flora comme main theme de Silent Hill 2 alors qu'on parle un jeu d'horreur. Mais je m'égare. Évidemment, malgré les similitudes, ces trois films sont bien ancrés dans un cadre totalement différent. The Thing dans son environnement coupé du monde et glacial, Prince des Ténèbres jouant beaucoup sur le principe prophétique et la religion, L'Antre de la Folie sur la prise de la fiction sur la réalité. Tout ça fait qu'ils ne dépendent pas des autres. Ils ont leur propre canon à eux, et malgré tout le parallèle entre les trois, ils restent uniques. Je parlerai très peu de la mise en scène parce que j'ai pas peur de dire que Carpenter est trop fort dans ce domaine, mais si je devais expliquer une scène de chaque film, ça serait sans doute celle du chenil, du miroir et de la route, respectivement. Ok, commençons par le chenil.
Le chien recueilli par les Américains dans The Thing se balade librement dans leur station, ce qui finit par agacer les membres de l'équipe et est donc ramené avec les autres chiens. Dès son arrivée au milieu des autres toutous, son comportement est étrange. Il semble craintif, observateur de son environnement, avant de s'avancer dans la pièce d'un pas hésitant et de se coucher, tout en regardant le mur. Les autres chiens l'observent, se réveillent et, après un léger temps, deviennent méfiants et agressifs envers ce nouveau venu. C'est à partir de ce moment-là que l'on voit la créature pour la première fois. Et j'avoue que si je l'avais vue avant qu'on l'analyse en cours, j'aurais badé sévère. Mais malgré la connaissance de cette scène, l'impact est resté efficace et cette première apparition et la créature est non seulement une surprise, le fait que la pire chose qui pouvait arriver à ce groupe de personne soit un chien, le meilleur ami de l'homme. Désolé, je trouve cette dissonance trop cool. Mais en plus, n'en révèle pas trop sur la créature, car jouant sur des gros plans et un clair-obscur qui fonctionne à merveille. La scène du miroir, et je parlerai de la première, donc du climax du film globalement, met en scène Kelly, totalement possédée par Satan, se trouvant face à un miroir. Satan contemple son image avant de plonger son bras dans ce dernier avant qu'une main encore plus cauchemardesque et grande se rapproche de celle de Kelly. C'est là qu'on prend conscience que Satan n'est qu'un pion pour une tragédie encore plus grande. Catherine finit par se jeter sur le diable en personne, avant qu'il puisse ramener cet anti-dieu dans notre monde, et, ensemble, finissent avalés dans le miroir avant que ce dernier ne soit brisé. Ce qui est notable, c'est que tout ce dont on nous tease de terrifiant depuis plus d'1 heure n'est que le début de quelque chose de pire. Genre Satan, c'était pas assez. Autre chose de notable, et peut-être que j'extrapole, mais c'est mon film préféré donc je m'en fous, j'ai le droit, ce plan. Osez me dire que c'est pas magnifiquement morbide de mettre une lumière et une ambiance divine sur Satan. Moi je trouve ça trop cool et je pense, sans grande prétention, que c'est l'un des plans qui m'inspire le plus dans mon propre cinéma. Bref, cette scène couplée à cette fin que je ne spoilerai pas, est un vrai coup de génie narratif et visuel à mes yeux. La scène de la route, pour finir, est quant à elle aussi terrifiante, mais simple que déroutante. Ouais, bon, l'humour c'est pas mon fort. Bref, pendant le trajet, Linda, qui accompagne John Trent pour Hobbs End, roule de nuit et voit à plusieurs reprises un enfant qui, à chaque passage, devient inexplicablement vieux et difforme. Elle finit par le percuter et malgré la possible mort de l'individu, ce dernier se relève et reprend la route comme si de rien n'était. À ce moment-là du film, on ne sait encore rien de la réelle situation, même si on a quelques indices. Mais la répétition de la scène, la mise en situation de cette dernière et sa finalité rend le tout perturbant. On ne sait pas si c'est juste Linda qui hallucine à cause de sa fatigue ou si ça se produit réellement. Et cette confusion se transmet à merveille au spectateur. Aussi, le bruit des cartes sur les rayons de la roue. C'est simple, mais bordel que c'est badant. Sans compter la suite des mirages qui intervient juste après pour au final se retrouver comme par magie à Hobbs End. Je ne m'avance pas trop en disant que cette scène a inspiré l'arrivée d'Harry Mason dans Silent Hill, mais si je commence à dériver sur le sujet, j'en aurai pour des heures. Encore une fois, Rattle Rock a fait une excellente rétrospective des jeux, c'est pour ça que je me contenterai une nouvelle fois de vous inviter à jeter un œil à sa chaîne. Évidemment, vu qu'on parle de monstres, de divinités, voire de à la fois, l'inspiration aux œuvres de Lovecraft est d'une évidence sans nom. Que ça soit dans le design des créatures ou dans la mise en garde contre ces dernières, les fils sont assez simples à relier entre les œuvres de Lovecraft et cette trilogie de l'Apocalypse. Prenons par exemple une de ses œuvres les plus connues, l'Appel de Cthulhu. Bon, dans ce récit, un homme hérite des recherches de son canton sur un culte étrange. En faisant ses propres recherches, en assemblant les pièces du puzzle et en recueillant lui-même les témoignages manquant à cette énigme, il se rend compte que le monde a été forgé par les grands anciens, et que Cthulhu, via des rituels de sang faits par le culte, retrouvera sa grandeur, sa cité et donc sa domination sur le monde. Ce simple résumé devrait vous faire un écho sur Prince des Ténèbres, qui a quand même beaucoup de similitudes avec cette histoire. Si ce n'est pas par le design des créatures difformes et tentaculaires, ça sera par la crainte d'un réveil de dieux anciens que John Carpenter
montrera son amour pour la littérature de Lovecraft. Ce n'en est que mon interprétation, mais je pense pas être dans le faux en disant ça. Enfin, et ce n'est qu'une parenthèse, mais je suis presque sûr que l'antre de la folie a été une des inspirations pour la maison des feuilles. La couleur bleue de Sutter Kane pour le mot maison, central dans le récit, le thème de la folie qui est explicite dans les deux œuvres, plusieurs récits dans le même médium, même si la maison des feuilles est bien plus tentaculaire à ce niveau. Je vous ai conseillé une chaîne et 3 films sur cette vidéo, mais lisez aussi la maison des feuilles. Bien que j'ai utilisé le terme trilogie durant toute la vidéo, je n'aime pas qualifier ces 3 films comme un ensemble. Le ton est différent sur chacun, et malgré les fins ouvertes et l'horreur qui dépasse la connaissance humaine dans les 3 films, en faire un ensemble reviendrait pour moi à dire que l'un ne peut pas exister sans les autres. En partant d'un postulat assez similaire, on peut se réinventer et conter une histoire bien différente à chaque fois. Ce n'est pas une mince affaire et c'est pour ça que je serai éternellement reconnaissant que ces films soient restés des œuvres fixes, sans suite, qui auraient pu briser la mystique de chacun d'entre eux. Ils se suffisent à eux-mêmes, et même si leur réhabilitation en tant que chef-d'œuvre de l'horreur s'est fait avec sur le temps, je trouve ça dommage qu'on ait reconnu que leur succès des années après leur sortie. Personnellement, et là encore c'est le jeune scénariste que je suis qui parle, je pense que toute personne voulant s'essayer à l'horreur devrait les prendre en inspiration. Cette trilogie nous montre au contraire qu'on peut instaurer ce sentiment sur toute la durée d'un film, et c'est ce qui les rend si fascinants à regarder. Et même le revisionnage est intéressant pour ça. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je n'ai pas envie d'en faire une analyse poussée. D'une part, parce qu'analyser un film prend du temps, mais en analyse 3 reviendra à devoir faire une rétrospective complète. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo durera, désolé d'avance si la longueur est élevée, et si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à like et à partager si le cœur vous en dit. Moi je vous dis à une prochaine.